Beaucoup de gens veulent comparer Donald Trump à une variété de figures historiques, allant de FDR à Hitler. D'après votre propre opinion, selon vous, à qui ressemble-t-il le plus fidèlement possible? Eh bien, Donald Trump est avant tout une figure historique unique. Mais si je devais choisir une analogie, je pense qu'il ressemblerait le plus à Jules César. Voyons donc certains aspects de Jules César qui résonnent avec Donald Trump. Jules César est devenu puissant parce qu'il a emmené son armée en Gaule et a réduit la population en esclavage. En gros, Jules César a mené cette guerre d'impérialisme injustifié contre des peuples innocents, ce qui l'a rendu, lui et ses soldats, riches. Et cela a également rendu ses soldats extrêmement loyaux envers lui. La classe patricienne à Rome est devenue extrêmement agacée par César et a voulu l'inculper, en gros le destituer. Et donc César a franchi le Rubicon et instauré une dictature militaire. Et donc, nous voyons une situation très similaire se dérouler également aux États-Unis, où Trump crée ses forces paramilitaires comme l'ICA et peut-être la Garde nationale, qui ne lui sont loyales qu'à lui parce que lui seul soutiendra leur brutalité. Ce que nous avons vu au Venezuela, c'est la montée de la Delta Force. Donc, à l'avenir, peut-être que l'État de la Delta Force deviendra la garde prétorienne de Donald Trump. Et ce qui motive tout cela, c'est un immense mécontentement populaire où les gens ont le sentiment qu'il n'y a aucun espoir d'un avenir meilleur. Rappelez-vous, en 2020, les démocrates ont dit au peuple, tant que nous nous débarrassons de Donald Trump, les choses reviendront à la normale. Et Joe Biden est arrivé au pouvoir. L'inflation a atteint des niveaux records. Et au lieu d'essayer d'améliorer la vie des gens, vous savez, Yellen et le département du Trésor ont manipulé l'opinion et leur ont dit « Oh non, vous savez, nous ne sommes pas vraiment en récession », alors que tout le monde savait qu'on était en récession. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, Biden a imposé ces sanctions qui se sont retournées contre l'économie américaine. Biden et son équipe auraient dû négocier la paix en Ukraine, mais Biden a insisté pour une guerre totale avec l'Ukraine, ce qui a conduit en fait à l'effondrement de l'Empire américain à travers le monde. Il y a donc un mécontentement public, mais les démocrates n'ont aucune solution. À l'approche des élections de mi-mandat, les démocrates pourraient être un parti sans guerre avec plus de redistribution des richesses. Mais au lieu de cela, ils n'ont absolument aucune idée politique. Et la seule chose qu'ils promettent au peuple, c'est « nous ne sommes pas Trump et nous allons probablement destituer Trump si nous arrivons au pouvoir ». Donc en ce moment, le choix pour le peuple n'est pas entre la démocratie et la monarchie. C'est vraiment un choix entre la monarchie et l'oligarchie. Et face à ce choix, historiquement, les gens choisissent la monarchie car la première chose que les monarques ont tendance à faire, c'est d'annuler la dette. C'est ce qu'on appelle le jubilé. Et c'est une façon très courante pour les rois de s'assurer un véritable soutien. Donc j'imagine que si Donald Trump devenait roi, et c'est certainement son ambition, il annulerait toutes les dettes, y compris la dette étudiante, y compris les prêts hypothécaires, et cela représenterait un immense soulagement pour le peuple américain. Je pense donc que Jules César est la meilleure analogie. Et une grande partie de cela est due à l'incompétence de l'élite dirigeante. Les démocrates, les oligarques, refusent absolument d'admettre qu'ils ont fait quoi que ce soit de mal. Ils refusent d'admettre que l'Amérique est devenue une oligarchie corrompue et qu'ils ont bloqué tout changement politique, y compris Bernie Sanders. Si Bernie Sanders avait gagné en 2016 ou en 2020, alors l'Amérique et le monde seraient très différents aujourd'hui. Donc ce n'est pas seulement Trump, c'est aussi cette élite qui permet à Trump d'exister. Une autre chose que je dirais, c'est que ce qui semble motiver Trump, c'est sa soif de vengeance. Parce que, vous savez, pour Trump, le plus grand drame ou traumatisme de sa vie, c'est l'élection de 2020 contre Joe Biden, car il est réellement convaincu d'avoir gagné l'élection. Mais Joe Biden, les Européens, Obama ont conspiré contre lui et voilà. Tout d'abord, il y a eu les manifestations de George Floyd au Minnesota, n'est-ce pas? Les manifestations Black Lives Matter. Ensuite, il y a eu le Covid, les confinements, puis il y a eu le vote par correspondance. Cela a fait basculer l'élection en faveur de Joe Biden à la toute dernière minute. Donc, vous voyez, on peut voir une grande partie de ce qu'il fait comme une tournée de vengeance,
Donc, il déteste les Européens parce qu'il est convaincu que les Européens ont conspiré avec Obama contre lui en 2020. Et c'est pour cela qu'on voit Trump être aussi antagoniste envers les Européens. C'est un front. Un autre front, c'est, vous savez, pourquoi Trump est-il allé kidnapper Maduro? Parce que je pense que ce qui va se passer pendant le procès de Maduro, c'est que Maduro dira au peuple que le Venezuela a participé à la fraude électorale en 2020. Il présentera des preuves que l'élection a été truquée en 2020. Et maintenant, ce que nous voyons à Minneapolis, dans le Minnesota, ce sont ces agents de l'ICE qui se promènent et sèment le chaos. Et la façon dont les choses vont évoluer dans le Minnesota est extrêmement importante. Parce que je pense qu'il y a une très forte probabilité que ce que Trump fera dans les prochaines semaines, c'est qu'il gracie Derek Chauvin. Et cela mettrait le pays à feu et à sang s'il faisait cela. Mais cela correspond tout à fait à la psychologie de Trump. Il essaye de créer autant de chaos que possible. Il essaye vraiment de provoquer une guerre civile par ses actions. Je veux dire, comment expliquer autrement le fait que ces agents de l'ICE parcourent l'Amérique et assiègent des citoyens américains ordinaires? Et souvenez-vous, ces agents de l'ICE, leur responsabilité est de déporter les immigrés illégaux. Mais devinez quoi? Sous Obama, il y a eu plus d'immigrés illégaux déportés que sous Trump, même si vous avez cette force paramilitaire appelée ICE qui parcourt le pays et est censée arrêter les immigrés. Je pense que leur rôle principal est de tester la possibilité d'une police secrète en Amérique. On parle des plans pour déployer la garde nationale dans les 50 États cette année. Donc, il semble qu'ils essaient de créer les conditions pour instaurer la loi martiale. Comment Trump pourrait-il, s'il a ce désir, comme tu le dis, de devenir roi? Je veux dire, évidemment, je ne sais pas si l'Amérique accepterait un véritable roi. Je ne pense pas que nous dirions, d'accord, nous allons instaurer une monarchie, et la famille Trump devient maintenant la monarchie. Mais il y aurait d'autres façons de le formuler, je suppose, et d'obtenir quand même le même résultat au final. Eh bien, je veux dire, prenons l'exemple de ce qu'a fait Jules César, n'est-ce pas? Ce que Jules César a fait, c'est qu'il a créé un mythe autour de lui-même en tant que grand héros conquérant. Et c'est pour cela que nous voyons Trump provoquer des guerres partout dans le monde, n'est-ce pas? Donc, Trump intervient au Venezuela. Il parle de bombarder le Mexique et la Colombie. Et il parle de s'imposer au Groenland, au Canada et à Cuba. Il envisage maintenant des attaques contre l'Iran. Et même si toi et moi sommes horrifiés par cela, à un niveau psychologique humain fondamental, cela inspire l'admiration et la peur parmi le peuple, ce qui est précisément ce qu'essaie de faire un grand roi. Donc Trump essaye de se présenter avant tout comme ce grand héros conquérant qui va restaurer l'empire américain. C'est la première chose. La deuxième, comme je l'ai mentionné, c'est qu'il essaie de créer des forces militaires qui ne lui seraient loyales qu'à lui seul. Exev, en septembre dernier, a déclaré que la nouvelle doctrine militaire est l'éthos de la guerre. Nous ignorerons toutes les règles d'engagement. Nous viserons une létalité maximale. Il s'adresse donc vraiment à un groupe particulier de personnes dans l'armée, à savoir les forces spéciales, la Delta Force, les bérets verts. Ce sont des personnes qui sont plus réceptives à ce genre de discours. Et donc, ils finiront par devenir les plus loyaux envers Trump, ce qui permettra à Trump de mener des assassinats ciblés, du sabotage, de l'infiltration, ce dont il a besoin pour essentiellement se débarrasser de ses opposants politiques. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la guerre civile, n'est-ce pas? Donc, créer une mentalité nous contre eux aux États-Unis, une opposition entre la gauche et la droite, les démocrates et les républicains, où l'on est forcé de choisir son camp. Et dans cette situation, beaucoup de gens se rallieront à Trump. C'est le troisième point. Le quatrième point, c'est de créer une urgence nationale. Cela pourrait être une guerre civile, mais cela pourrait aussi être un effondrement. Donc, en gros, du point de vue de Trump, plus il y a de chaos, mieux c'est, car cela lui permet de consolider son pouvoir. Ensuite, bien sûr, il y a le lobby israélien. Le lobby israélien est très intéressé par une guerre contre l'Iran. Et vous savez, Netanyahou a rendu visite à Trump juste avant le Nouvel An à Mar-a-Lago. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh bien, il y a eu l'enlèvement de Maduro. Il y a eu ces manifestations en Iran. Trump a déclaré qu'il défendrait ces manifestants en Iran.
Ce n'est pas une coïncidence. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Renverser le régime iranien et provoquer un effondrement en Iran afin qu'Israël puisse réaliser le projet du Grand Israël. Et donc, si Trump parvient à offrir cela à Israël, alors Israël donnera à Trump tout ce qu'il veut. Donc, vous savez, le maire Madison a promis à Trump 250 millions de dollars s'il se présentait pour un troisième mandat. Elon Musk a promis 200 millions de dollars pour les élections de mi-mandat. On ne saurait jamais surestimer les ressources du lobby israélien. Tout ce que tu dis me fait réfléchir. Je veux dire, quand Trump a remporté son premier mandat, il y avait beaucoup de discussions sur le fait que, oh, Trump veut être un roi, Trump veut faire ceci, cela et autre chose. Et il y avait beaucoup de Trump veut instaurer la loi martiale, Trump veut une guerre civile, Trump veut être un roi. Et pendant son premier mandat, je me disais, waouh, ces gens souffrent vraiment du syndrome de dérangement anti-Trump. Je veux dire, ils ne voient pas clair. Mais maintenant, avec ce mandat, je dois être honnête. Je m'assois et je me dis, donc il est là presque tous les jours à donner raison aux démocrates. Je veux dire, il prouve que ceux qui disaient que ce type ne cherche que le pouvoir avaient raison. Il leur donne raison presque chaque jour. Je veux dire, il est assis à la Maison-Blanche à saliver à l'idée que quelqu'un lui remette un prix Nobel de la paix. Genre, il est tellement, vous savez, il est tellement focalisé sur toutes ces choses étranges qui ne servent qu'à se mettre en avant. C'est vraiment la chose la plus bizarre qu'on ait jamais vue. Mais ça me fait me demander, vous savez, quand vous dites « Regardez, il le ferait », parce qu'il y a des gens autour de lui maintenant, comme vous l'avez mentionné, vous savez, Mary Madison, Steve Bannon et d'autres, Alan Dershowitz, qui disent « Oui, il y a une possibilité. Il y a une voie pour un troisième mandat. Il y a une possibilité pour lui de ne pas abandonner le pouvoir. » Et ils essaient de créer ces conditions. Et alors la question, c'est « Mais quelles sont exactement ces conditions ?» Parce que seules des situations vraiment extrêmes pourraient être considérées comme acceptables dans ce cas-là, par le peuple américain. Il faut créer le chaos pour que cela puisse arriver. Et ça me fait me demander, en revenant à 2019, à la fin de 2019, quand le COVID est apparu pour la première fois, est-ce que c'était un de leurs plans? Vous savez, et puis ils ont essayé ça et il s'est avéré que une pandémie n'a pas suffi à nous faire rester avec le même dirigeant, n'est-ce pas? Nous avons quand même eu une élection. Nous avons quand même opéré ce changement. Mais donc, s'ils ont essayé, comme vous dites, une sorte d'urgence, eh bien, ils ont essayé. L'une des plus grandes urgences de notre vie, probablement la plus grande urgence de notre existence, qui est le COVID à ce stade. Alors, qu'essaierait-il ensuite? Et je pense que tu as peut-être raison. Il faudrait, je pense, une guerre civile. Je ne pense même pas qu'une guerre avec l'Iran suffirait, parce que nous avons été en guerre de nombreuses fois et nous avons quand même changé de président. Donc il faudrait que ce soit une guerre civile, n'est-ce pas? Ce serait une guerre civile, exactement. Tout est réuni aujourd'hui pour cela. L'information est polarisée, où les gens vivent simplement dans leur propre bulle. Donc, vous regardez la fusillade au Minnesota et la gauche comme la droite sont en fait convaincus d'avoir raison. La gauche est convaincue qu'il s'agit d'une femme innocente tuée sans raison. La droite est en réalité convaincue qu'elle est une provocatrice. Elle est entrée pour résister à l'autorité. Elle a tenté de renverser les policiers. Ils se défendent. Aucune réconciliation n'est possible entre ces deux camps. Chacun vit dans sa bulle sur les réseaux. Mais est-ce que cela va suffire? Est-ce suffisant? Historiquement, je veux dire, qu'est-ce qui a poussé des gens au point de prendre une arme et de tirer sur des membres de leur propre famille? Parce que c'est ce qui se passe lors d'une guerre civile. Les choses doivent vraiment empirer. Écoutez, la réalité est que les démocrates comme les républicains ont certaines factions paramilitaires qui vont encourager et alimenter une guerre civile. Donc, les républicains ont ces groupes nationalistes blancs, les Proud Boys, les démocrates ont Antifa. Ce sont donc des gangs de rue qu'ils peuvent déployer afin d'atteindre certains objectifs politiques. La réalité, c'est que l'oligarchie tire profit d'une guerre civile parce qu'il y a ce mécontentement massif. Et historiquement, soit le peuple s'engage dans la guerre civile, soit il s'engage dans la révolution. Alors, préférez-vous la révolution ou préférez-vous la guerre civile? En ce moment aussi, ce qui se passe à Washington, c'est ce conflit massif entre certaines factions de l'État profond. Et je ne pense pas que les gens réalisent vraiment le niveau de conflit actuel à Washington, D.C. Et traditionnellement, historiquement, la façon dont ces conflits entre élites sont réglés,
c'est par la guerre civile dans les rues. Le peuple est sacrifié afin d'atteindre certains objectifs politiques. Et donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que dans les prochaines semaines, Trump va continuer à provoquer ses adversaires. L'ICE va provoquer la population. Il y aura des fusillades aléatoires contre des agents de l'ICE. Et ensuite, il y aura la loi martiale, la garde nationale, qui interviendra. Et ces choses peuvent s'aggraver très rapidement. Et puis, il y a ceci. Des agents secrets, des agents de l'État profond travaillant au sein de groupes insurrectionnels, les organisant, encourageant la violence, leur apprenant à saboter. Alors, il suffit de regarder des films comme Civil War et One Battle After Another. C'est vraiment de la programmation prédictive, non? Ils sont vraiment des arnaqueurs. Ils essaient vraiment de mettre les gens dans un état d'esprit de guerre civile, car au final, c'est la guerre civile qui profite à l'oligarchie, parce que cela empêche les gens de reconnaître les véritables ennemis, l'oligarchie. Mais rappelez-vous aussi que l'Amérique a une dette de 30 à 100. Donc, si votre maison vaut 1 million de dollars et que vous devez 10 millions de dollars à la banque, ce que vous faites, c'est que vous brûlez la maison. Et vous touchez l'argent de l'assurance. Et c'est ça, c'est le plan de l'oligarchie.